discutera un petit peu aussi de méthodologie, outils pour voir comment on peut aligner l'informatique sur le business. Hein. Donc vous avez ici, dans ce modèle, des estimations en pourcentage que les différents centres de coûts peuvent représenter. Hein. Et donc typiquement pour une implémentation, que ce soit un développement ou une implémentation d'un package, vous pouvez effectivement faire appel à des services externes. Vous utilisez bien entendu des ressources internes, vous payez les softwares et le hardware, hein, et vous voyez des pourcentages relatifs. Vous voyez, ça dit en parenthèse que le prix relatif du software et du hardware est relativement faible, en tout cas au moment de l'achat. On connaît beaucoup de sociétés qui font appel à qu'il faut jouer la concurrence, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais lorsque vous voyez l'impact de gagner 10% sur le coût du hardware ou de gagner 10% sur le coût du software, je ne dis pas que ce n'est pas important. Vous voyez que globalement, par rapport au total cost of ownership, il y a d'autres priorités. C'est ça que ce modèle veut dire. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que les choix que vous allez faire au moment de l'implémentation peuvent avoir un impact majeur sur le coût que vous allez tirer derrière vous pendant un certain nombre d'années. Hein. Et donc, on retrouve effectivement le développement et surtout la maintenance. Hein. La maintenance des softwares, pour ceux qui ont un peu d'expérience, peut-être déjà, vous savez typiquement que lorsque vous achetez un software 100, typiquement vous payez 20-22% de maintenance annuelle. Hein. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, vous avez repayé la valeur du software, purement en maintenance, pour recevoir des corrections, des nouvelles fonctionnalités. 20 à 22%. L'infrastructure, le support de l'infrastructure et la maintenance aussi du hardware, et puis quand même un peu de coût interne que l'ensemble de l'applicatif a généré. Si je regarde ça suivant un autre axe, hein, on constate que je peux optimiser suivant 3 axes fondamentalement. Hein. Je peux optimiser le coût d'implémentation, je peux optimiser l'infrastructure et je peux optimiser le coût de maintenance. Hein. Dans des réflexions de partenariat, je peux partir vers des solutions de strategic outsourcing. Donc strategic outsourcing, pour ceux qui ignorent l'expression, donc ça veut dire je revends mon informatique, ou en tout cas une partie de mon informatique, je la laisse opérer par un partenaire et le partenaire me fournit des services. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'outsourcing. Hein, c'est la revente de mon informatique et puis je reçois des services en retour. Financial services, hein, et ça on le voit, mais pas encore de manière systématique, c'est le financement tout simplement, financement du hardware, du software, mais aussi de plus en plus maintenant le financement des coûts d'implémentation. Lorsque vous choisissez d'implémenter une nouvelle solution informatique, hein, vous le faites parce que vous avez un certain return on investment, hein, qui peut être de 6 mois, qui peut être d'1 an, qui peut être de 2 ans. Hein, et donc, il est sans doute souhaitable, dans un certain nombre de cas, de pouvoir financer et d'aligner les dépenses que vous allez faire pour mettre en place cette nouvelle solution-là avec le return que vous en espérez, de telle sorte qu'à aucun moment, la balance ne soit négative pour la société. Et enfin, dans un certain nombre de cas, hein, vous pouvez même pousser jusqu'au process outsourcing. Alors, par rapport au strategic outsourcing, le process outsourcing, ça veut dire typiquement que vous faites traiter vos factures par une société tierce. Donc, plutôt que d'avoir un département comptable qui va traiter, par exemple, les factures à payer, hein, vous les faites traiter par une société tierce, et cette société tierce va dérouler tout le process, bien entendu, en connectant ce process avec votre propre processus. Vous n'êtes pas exclu de ce processus, évidemment, bien au contraire, mais néanmoins, tout le headcount, toutes les personnes qui traitent ces factures-là ne sont pas sur votre société. L'avantage de ça, c'est lorsque vous êtes dans le cadre d'une gestion de société, vous avez un certain nombre d'immobilisés sur votre capital. Hein, et lorsque vous avez un headcount de 1000 personnes sur votre société, ça correspond un peu à de l'immobilisé. Chaque année, il faut payer le salaire de 1000 personnes. Et lorsque vous tombez un peu en récession, il faut prendre des plans ou des mesures parfois un peu désagréables et qui coûtent de l'argent. Hein, ou bien au contraire, vous maintenez l'emploi à 1000 personnes et puis derrière, vous tirez une structure de coût qui n'est plus en ligne avec le revenu que vous faites et le bénéfice que vous faites. Hein. Et donc l'externalisation d'un certain nombre de services va dans le sens de la mise en place d'une flexibilité et de l'agilité nécessaire aux compagnies d'aujourd'hui. En plus d'avoir une gestion financière qui soit beaucoup plus légère. Hein. Et donc c'est pour ça que vous voyez de plus en plus ce type de partenariat. Alors je sais que comme le mot global
Le fait de prendre de la sous-traitance est parfois un peu tabou dans notre pays, mais imaginez qu'il y a des pays qui sont nettement plus évolués dans la mise en place de ce type de modèle-là. Si vous allez en Hollande, par exemple, typiquement cette intégration et le fait d'utiliser des partenaires spécialisés, par exemple sur la finance, par exemple sur le traitement des factures entrantes et sortantes, c'est quelque chose qui se passe de manière absolument naturelle. Et qui permet aux sociétés de garder des structures très légères et particulièrement réactives et surtout bien positionnées en cas de downturn, donc en cas de situation économique qui se retourne un petit peu contre vous. Vous n'êtes pas là avec une masse de personnel qu'il faut bien traiter d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, ce sont un petit peu les trois domaines que l'on va regarder d'un peu plus près. Alors voilà. Il y a des namurois dans le... C'est quoi? Bon, allez. Sur cet élan wallon, nous allons reprendre un petit peu. Donc, on va travailler un petit peu suivant les trois axes que vous voyez ici. Optimisation de l'implémentation, optimisation de l'infrastructure, optimisation de la maintenance. Et comme vous pouvez le voir, en travaillant sur les deux axes d'implémentation des coûts, coûts d'implémentation et coûts des opérations. Les pourcentages que vous voyez ici sont des pourcentages indicatifs qui ont été vrais à un moment donné, qui sont vrais typiquement par rapport à la moyenne des sociétés, mais qui par rapport à une société précise ne veulent rien dire. Chaque société a une situation bien particulière qu'il convient d'analyser. Il y a des sociétés qui présentent des niveaux de maturité plus grands, des sociétés qui présentent des niveaux de maturité moins grands. Mais ceci est typiquement ce que l'on a pu observer sur les 5 dernières années dans les exercices d'optimisation de coûts que nous avons eu l'occasion de réaliser. Optimisation des coûts d'implémentation. Typiquement, prenons l'exemple d'une implémentation d'un package. Un package, vous avez eu des exercices avec SAP, ils ont touché un peu à SAP ou pas vraiment? Donc, pour ceux d'entre vous qui ont touché un peu à SAP, SAP est un package extrêmement complet, extrêmement complexe aussi, et qui demande vraiment des annéums de customisation pour mettre SAP en ligne avec les attentes business d'une société X. SAP a développé, ou certaines sociétés, comme IBM, comme d'autres, ont développé ce qu'on appelle des templates, qui permettent de partir d'une base pré-customisée et qui correspondent à X% des besoins de la société. Donc ça, c'est une façon effectivement d'améliorer le coût d'implémentation. Une autre façon, et ça fait un peu moins plaisir aux gens du territoire belge, du territoire européen en général, mais vous savez qu'il y a un énorme mouvement vers l'Inde et vers la Chine, avec des coûts de main-d'œuvre nettement moins importants que ceux qu'on a dans les pays ouest européens. Et donc vous avez aujourd'hui des sociétés hindoues qui viennent démarcher l'Europe, vous avez des sociétés européennes qui vont installer des centres de développement en Inde. Pour vous donner une idée, une société comme IBM a aujourd'hui 75 000 personnes. 75 000 personnes, nous sommes au niveau mondial de l'ordre de 370 000 personnes chez IBM. Il y a 75 000 personnes aujourd'hui qui travaillent pour IBM en Inde et qui font essentiellement du développement applicatif, de la maintenance applicative et de la customisation et de la maintenance de SAP, mais aussi d'autres choses que SAP. Et donc vous avez ce type de mouvement-là. Vous avez des mouvements aussi vers la Chine, qui pose un peu plus de problèmes pour mille et une raisons, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui ce type de mouvement-là existe, et que même si ça ne nous fait pas fondamentalement plaisir à notre âme de Belge, et quand je me dis que je fais ça, je me dis que je ne sers pas nécessairement les intérêts de mes propres enfants, et si vous ne le faites pas aujourd'hui, d'autres le feront sans vous. Et donc il est important là-dedans, quand on parle d'innovation, on pense toujours innovation produit, mais il faut être innovant aussi dans vos processus, et il faut être à la pointe de ce genre de choses-là. Donc tout ça fait partie de l'optimisation, donc Global Optimization. Ce que vous voyez Global Optimization, c'est d'aller faire, on parlait tout à l'heure d'acquisition, les sociétés sont dans un processus d'acquisition, dans un processus de globalisation, d'internationalisation. Ça vous permet d'avoir cette capacité de faire une Global Optimization et d'aller mettre les centres de compétences là où c'est le plus approprié. Pour revenir encore sur l'exemple d'IBM, c'est un exemple qui paraît a priori ridicule, mais on a un centre aux Philippines qui traite les notes de frais de tout IBM. Bon, ma note de frais, elle part aux Philippines. Mais vous avez un centre de je ne sais pas combien de centaines de personnes là qui ne font qu'une chose, c'est traiter les notes de frais, de 360 000 ou de 370 000 personnes. Et donc ça permet d'optimiser votre modèle économique
en fonction du globe. Et ça, c'est un modèle qui est en quelque sorte une certaine révolution. Les Américains sont très avancés par rapport à ça. Hein. Les Japonais sont un peu plus en retard. Les Européens sont franchement à la traîne par rapport à ce modèle-là. Et donc l'informatique joue aussi dans ce modèle-là.